Bonjour Nathalie. Bonjour Jacques. Alors Nathalie, eh bien, nous a sorti aujourd'hui des informations un petit peu étonnantes, voire même détonnantes. Alors la première, elle nous dit carrément, dis-moi ce que tu consommes, je te dis ce que tu fais. Et oui, mais en fait, c'est pas moi qui ai fait l'enquête, hein, c'est le baromètre santé publique. C'est une enquête de 2017, mais elle vient d'être publiée là, ce 4 mai, et elle a porté sur 14 604 adultes sondés. Donc, en fait, c'était une enquête pour savoir s'il y avait plus de risques selon la profession. Et ils ont trouvé effectivement que ben, les risques n'étaient pas les mêmes, les risques de consommation selon le secteur d'activité. Par exemple, les gens qui travaillent dans la construction, dans la pêche, dans la sylviculture, ben, ils ont des niveaux de consommation de tabac et d'alcool plus importants que les autres. Euh, et D'accord. c'est nouveau, pardon, ouais, faut Non, couper. non, donc en fonction de... On a une addiction, pas une addiction au travail, donc une addiction aux conséquences du travail presque. Oui, et ce que je voulais dire, ce qui était nouveau aussi, c'est qu'ils ont retrouvé une augmentation de cette consommation de tabac et d'alcool, y compris dans les activités immobilières, qui sont quand même pas tout près de l'activité de l'agriculture et de la pêche, mais bon, voilà. Et puis après, ils se sont intéressés au secteur de la restauration, des arts, des spectacles. Et dans le secteur artistique, bah, ça ne va pas tellement étonner grand monde, mais ce sont surtout les substances illicites qui sont plus fréquentes que la moyenne. Par contre, il y a des gens très sages au niveau professionnel. Et là, par exemple, dans l'administration publique, alors peut-être qu'ils sont moins stressés que les autres, je ne sais pas. En tout cas, ils ont des niveaux de consommation inférieurs en tabac et en cannabis. Donc, c'est bien. Ça veut dire que, pareil, dans l'enseignement, ils ont une consommation de drogue illicite qui est assez basse. Voilà, et tous les autres secteurs, y compris scientifiques, techniques, activités spécialisées, etc., ce sont des secteurs plutôt épargnés. Alors pourquoi cette enquête? Tout simplement, le baromètre de santé publique a voulu savoir quels étaient les risques pour que les DRH s'emparent du sujet, bien sûr, et proposent des actions de prévention ciblées. Bon, eh ben voilà, d'accord. Donc, on va choisir son métier pour choisir son addiction. Mais elle nous dit aussi, Nathalie, qu'il ne faut pas trop travailler. Alors, c'est peut-être en rapport avec la première étude où on voit que dans l'administration, on ne travaille pas, pardon, on ne consomme pas beaucoup. Que c'est ça. Attention, Jacques, tu vas t'attirer les foudres. En plus, je crois que ta femme était prof. Donc voilà, ne disons pas n'importe quoi. Alors, c'est pas moi qui fais cette étude, bien sûr, c'est l'OMS. C'est un résultat de l'OMS qui montre quand même quelque chose de très impressionnant, c'est que quand on travaille plus de 55 heures par semaine, on augmente sa mortalité liée aux maladies cardiovasculaires et aux accidents vasculaires cérébraux, et on le fait de façon importante puisque ce risque est augmenté de 35% pour les accidents vasculaires cérébraux et de 17% pour les cardiopathies. Du coup, il préconise de travailler bien sûr moins de 55 heures par semaine. Mais ce qui me gêne un petit peu dans cette étude, c'est que c'est une étude mondiale, internationale, où on a mis dans le même panier un peu les conditions des travailleurs, des gens qui bossent en Europe et ceux qui bossent en Asie et ceux qui bossent enfin un peu partout dans le monde. Et on sait quand même que travailler dans le BTP à Dubaï, c'est quand même pas du tout les mêmes conditions que travailler 55 heures ailleurs en Europe, qu'ils ne tiennent pas du tout compte du fait si c'est un travail qui est passionnant, qui est choisi et qui est aimé, ou si c'est un travail qui est subi et pour alimentaire. Donc, peut-être que ces chiffres tragiques, j'ai envie de dire, sont un peu à nuancer. Mais enfin, en tous les cas, ça veut dire qu'il faut quand même prendre le temps de se faire des petites pauses, de prendre du temps pour soi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut fumer, boire, prendre du cannabis durant ce temps de repos. Donc, on ne travaille plus que 32 heures par semaine, voilà, et on risque pas J'ai d'avoir pas dit ça. J'ai d'accident. pas dit ça, mais on va avoir du souci parce que les gens qui travaillent plus de 55 heures, même en France, c'est quand même très courant chez les gens qui sont à leur compte, chez les internes en médecine, les médecins. Je vois mal des généralistes travailler moins. Enfin, donc où va-t-on, quoi?
Donc, on n'écoute pas trop. Et alors, une petite dernière nouvelle. Est-ce qu'elle est un peu plus réjouissante? En fait, c'est une étude, il y a toujours des traitements pas possibles pour éviter le diabète. On sait quand même que la bonne hygiène de vie, ça peut jouer, surtout quand on est au stade de prédiabète. Et il y a une petite étude espagnole qui vient d'être publiée dans Clinical Nutrition et qui m'a amusée parce qu'elle conclut, et de façon très sérieuse, hein, elle a étudié 2 groupes de gens qui étaient prédiabétiques et à qui ils ont juste fait changer une chose, c'est de manger une boîte de sardines à l'huile 2 fois par semaine ou pas. Et le simple fait de consommer ces 2 boîtes de sardines par semaine dans une huile comme l'huile d'olive, ça a suffi à réduire, mais très, très nettement, le diabète, puisque dans le groupe de ceux qui étaient dans le groupe sardine, on va dire, ils sont passés de 37% de participants considérés à haut risque à 8%, alors que dans le groupe témoin où il n'y avait pas cette variable, eh ben, ça n'a rien changé. Donc j'ai trouvé que c'était un petit moyen, effectivement, très simple, si ça pouvait réduire le diabète. En plus, la sardine, c'est bon aussi pour le cœur, puisque ça apporte des oméga 3. Et d'ailleurs, c'était par le biais des oméga 3 que ça jouait aussi sur le diabète. Donc voilà. Et ben voilà, et quand on sait qu'il y a beaucoup de boîtes de sardines, que c'est facile, que c'est pas cher, et ben voilà, et ben pourquoi pas? En tout cas, c'est pas risqué et si ça peut prévenir, bah, et ben Alors, ils disent que si vous en avez assez, vous pouvez quand même passer au macro, oui, à la enfin, boîte on de sait que macro. plus les poissons sont petits, meilleur c'est. Bon, donc le hareng, la sardine, c'est meilleur que le maquereau. Voilà, ben merci beaucoup Nathalie. Merci Jacques, bonne À journée. bientôt. Au revoir. Au revoir.